France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer consacré à l'actualité de ces territoires français dans le monde. À la une, cette semaine, le retour des sargasses dans la Caraïbe. Elles envahissent les plages et pèsent sur le quotidien des habitants. Reportage en quelques instants, à tout de suite. Les images sont impressionnantes, des sargasses à perte de vue sur les côtes guadeloupéennes. Les algues brunes, malodorantes, sont de retour, notamment le long du littoral de Marie-Galante, laissant les riverains et les commerçants sans voix. Lise Dolmar. À ce stade, peut-on encore parler d'échouement, ou plutôt d'envahissement? Un drôle d'effet, oui. Ouais, ça fait un drôle d'effet. C'est quand même trop, c'est tout. Des algues brunes qui arrivent même à faire le mur. L'invasion est réelle. Samedi, c'était vraiment impressionnant. Pire que ça? Ah oui, vraiment pire. Je me suis même dit, ah non, nous sommes foutus. Une activité pêche affectée par cette réalité, tout comme les restaurants positionnés tout le long du rivage. Comme ici, sur cette plage. Ce lieu, une institution aujourd'hui fermée. Quand le touriste arrive ici, il repart de la plage, il repart. Hein, parce que nous sommes quand même sous la plage, on est des restaurateurs, on est des commerçants de la ville. Mais c'est pas possible. On perd la voix, l'odeur. Non, c'est pas bon pour nous. Notre chiffre d'affaires, en moins de 15 jours, c'est retombé à zéro. Des paroles qui libèrent, d'autres paroles sans complaisance. On sait pertinemment que les sargasses, ça ne s'arrêtera jamais. Donc, sans l'enrochement, nous serons toujours dans la même merde. Donc, tous les politiciens sont au courant, surtout l'État. Alors, après la consternation, il faut donc passer à l'action. Ça a dépassé les compétences même de la commune de Cabestre de Marie-Galante. Maintenant, c'est l'État qui doit prendre en charge. Jusqu'à ce jour, aucune machine, qu'elle soit physique ou étatique, n'a pu résoudre le problème lié aux sargasses dans cette zone des îles du Sud. La grève des médecins contre la proposition de loi qui les obligerait à s'installer dans des déserts médicaux. Un mouvement national relayé outre-mer, notamment par ses internes devant le CHU de Guadeloupe, ou encore cette manifestation de futurs soignants à La Réunion qui refusent qu'on leur impose leur lieu d'exercice. Lui s'est installé à son compte à Saint-Laurent-du-Maroni il y a 7 mois. Le docteur Philippe Kugler ne regrette pas son choix. Après Mayotte, aucun département français n'est aussi peu doté en médecins libéraux que la Guyane. Alors sa salle d'attente ne désemplit pas. Ossiane Dacounia. Saint-Laurent-du-Maroni, dans l'ouest de la Guyane. C'est la deuxième ville du territoire et pourtant elle ne compte qu'une dizaine de médecins généralistes. L'un d'entre eux, le docteur Kugler, s'est installé dans le quartier de Vampire. Après de longues années à exercer en dispensaire le long du fleuve Maroni, il a repris le cabinet et les patients d'un confrère parti en retraite. Il y avait beaucoup d'enfants qui avaient la gale. Il y avait beaucoup de patients qui souffraient de maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension qui n'étaient tout simplement plus suivis car ils n'avaient pas les moyens de payer le taxi pour aller consulter en centre-ville. La Guyane ne compte que 44 médecins généralistes pour 100 000 habitants et certains spécialistes comme les radiothérapeutes, les oncologues ou les chirurgiens sont quasi introuvables. Une réalité que connaît bien le docteur Kugler, même s'il reste dubitatif quant à l'efficacité des réformes à venir. Espérer forcer des jeunes médecins à s'installer en libéral dans des endroits où ils n'ont aucune envie d'aller, je pense que c'est voué à l'échec. Les gens iront tout simplement ailleurs. Moi, si j'ai réussi à m'installer à Vampire en aussi peu de temps, c'est parce que je connaissais bien le terrain, parce que j'avais des contacts à gauche, à droite. Son réseau et sa connaissance approfondie de l'Ouest guyanais lui assurent aujourd'hui la fidélité de ses patients. Il développe beaucoup sur le social avec les gens. Il parle de plein de trucs et je pense que c'est pour ça que les gens ils continuent de venir, parce qu'ils doivent beaucoup apprécier ça. Le docteur Kugler est installé pour de bon. Sa salle d'attente ne désemplit pas. Elle fait trembler toute une filière en Guadeloupe, la cercosporiose. Cette maladie fongique s'attaque aux bananiers et menace les récoltes. À Capesterre-Belle-Eau, des hectares entiers de bananeraies sont ravagés du fait d'une climatologie favorable au développement du champignon. C'est le dossier de l'Hebdo, signé Lydia Quérin et Mickaël Bastide.
Dans ce champ de bananes, l'on assiste à une drôle de chorégraphie ce jour-là. Pour ces ouvriers, c'est l'heure de l'effeuillage, un rituel indispensable, car il faut vite se débarrasser des portions contaminées. Ce sont de toutes petites taches qui vont se développer jusqu'à devenir comme ça. Et ça va tuer la feuille du bananier. Ça, regardez, vous voyez, ça se développe sur toute la feuille. Voilà les ravages de la cercosporiose, une maladie fongique qui attaque les feuilles du bananier. Sur les 20 hectares cultivés ici, pas un seul n'est épargné par ce champignon. Avec 2 conséquences majeures, le mûrissement accéléré des fruits et la réduction de la durée de vie verte, soit le temps de conservation du fruit après la coupe. L'an dernier, 50 tonnes de bananes sont parties à la poubelle, une perte sèche de 60 000 € pour ces cultivateurs. Alors, pas le choix, il a fallu trouver des solutions. La lutte contre la cerco, il y a quelque chose de primordial à part l'effeuillage, c'est la castration. Alors, on parle de castration parce qu'on va enlever des mains pour ne laisser que 7, pour pouvoir faire en sorte que le régime, on gagne 2 semaines sur la croissance du régime. Depuis une dizaine d'années, le phénomène frappe l'ensemble des bananeraies de Guadeloupe. L'exploitation de Célia en fait partie. Mais une solution pourrait bientôt changer la donne, l'épandage par drone de produits phytosanitaires. La loi a été publiée au journal officiel le 24 avril dernier. Je pense que ce sera toujours bénéfique, en réalité, d'avoir un nouvel outil, puisque la nouvelle technologie, c'est aussi l'avenir pour nous. Surtout moi, en tant que jeune, je me dis que s'il y a des machines qui sont plus faciles et adéquates pour nous, ce sera toujours un plus. La douane n'est pas la solution. La douane ne peut être une solution d'atteinte. La véritable solution, ce sont des nouvelles techniques génomiques. Des voix s'élèvent déjà contre cette technique d'épandage et alertent en citant le chlordécone sur l'exception antillaise à l'égard des pesticides. C'est un balcon naturel, perché à plus de 2000 mètres d'altitude, l'un des plus beaux panoramas de la Réunion. Le Maïdo attire des milliers de visiteurs qui profitent de nouveaux aménagements. On voit cela avec Delphine Poudroux et Thierry Chapuis. Au piton Maïdo, à plus de 2000 mètres d'altitude, entre cette vue époustouflante et les 400 000 visiteurs annuels, il y a désormais ce tout nouveau garde-corps. Une fabrication artisanale en acier et bois de tamarin. C'est nouveau, c'est beau. Moi, ça représente aussi les bois des hauts, là, c'est bien. Depuis l'un des plus beaux balcons naturels de la Réunion, on peut aussi désormais se repérer dans le panorama. Grâce à cette toute nouvelle table de lecture du paysage, placée juste au-dessus du cirque de Mafat. Moi, ça me fait beaucoup d'émotions parce que j'ai fait pas mal de courses en bas. Donc effectivement, quand je vois ça, je m'y repère et je retrouve des éléments que j'ai traversés à pied et en courant. Mais au piton Maïdo, le souvenir des incendies qui ont fragilisé le site, et notamment le belvédère sur sa partie nord en novembre 2020, n'est jamais très loin. Pour l'Office national des forêts, chaque visite sur le terrain est une occasion supplémentaire de faire quelques piqûres de rappel. Le message, c'est vraiment respecter les places à feu, vraiment de ne pas faire en dehors, parce que le Maïdo, en fait, il y a une couche d'humus qu'on voit quasiment pas, mais qui brûle très facilement, et ça crée des feux souterrains, et c'est ça le plus dangereux, c'est qu'on ne voit pas qu'il y a un feu, et quand on s'en va et qu'on a fait un feu hors place à feu, ça consume tout doucement dessous, et ça ressort après un peu plus loin, et c'est très dangereux. De nouveaux aménagements évalués à plus d'1 million d'euros par le département et une surveillance accrue pour éviter tout risque d'incendie dans le parc national. Il n'en fallait pas moins pour le majestueux Maïdo, inscrit à l'UNESCO. Allez, pour finir, partons en Nouvelle-Calédonie pour rencontrer les habitants de la tribu de Kézin, chez qui le serpent se mange. Vous avez bien entendu, il est même très recherché et dégusté en de très grandes et très rares occasions, lors de cérémonies pour honorer les chefs coutumiers. Par exemple, Aurélien Paul et Daniel Abdou nous font découvrir cette tradition. Rencontrer un boa du Pacifique n'est pas chose aisée. À Lifou, seuls les habitants de Kézin ont le don de le dénicher, la dernière tribu chasseuse de serpents. Au fin fond de la forêt, sa traque a commencé depuis plusieurs kilomètres déjà.
On cherche les endroits où le serpent se pose, surtout sur des arbres fruitiers, c'est-à-dire les arbres, on appelle ça le yawa. Le serpent peut se cacher partout. Il faut avoir l'œil. C'est assez compliqué de le repérer puisque le bois du Pacifique se confond vraiment aux lianes qui sont sur le banyan et à ses racines. Voilà. Et après 2 heures de marche, sur ce banyan, il est perché à 7 mètres de haut. Impossible de le faire tomber depuis le sol. Attraper cet animal vénéré à Kéding se mérite. Entre les va-et-vient d'arbre en arbre, il faut encore 2 heures pour l'attraper. Là, il a fait beaucoup là. C'est une immense fierté de l'avoir avec nous. Parce que c'est pas tout le temps qu'on le côtoie. À quelques centaines de mètres, la préparation du repas. Le dernier bougna au serpent date d'il y a 10 ans. Il y a tout un rite à respecter pour préserver cette espèce menacée. Si on lâche le serpent ici, là, c'est une forme de respect envers lui. On va dire que c'est l'ingrédient phare, c'est le chef du bougna. Nous allons chanter pour accompagner l'esprit du serpent qui représente nos ancêtres. C'est un fait culturel d'exception, un plat destiné au grand chef dans la coutume. Place à ce repas de roi en début de soirée. Et c'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Pour le revoir et suivre toute l'actualité des Outre-mer, direction france24.com et lapremière.fr. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, où que vous soyez. L'information continue sur France 24.